L'AES, quelle nouvelle accord stratégique? Famille, partagez la bonne nouvelle partout. Republiez. Appelez les Nigériens, félicitez-les dans les commentaires, mettez les drapeaux dans les commentaires les gars. Famille, allons-y direction dans l'AES, plus précisément au Niger. Quel accord stratégique entre la Chine et le Niger? Tout ça pour renforcer le secteur pétrolier. Famille, moi je pense que c'est une très bonne décision du président son excellence Abdourahmane Tchani pour les Nigériens. Parce que oui, tous les richesses du Niger seront pour les Nigériens d'abord. J'ai dit, l'impérialisme ne pourra pas dormir. Allez-y, dis à Manou, Manou ne serait pas content. Parce que là, sur ce terrain-là, avant c'était Manou qui profitait. Mais maintenant, ce n'est plus Manou, ce n'est plus la France. C'est le président, son excellence le général Abdourahmane Tchani qui va faire profiter maintenant les dignes fils du Niger. Oui, à toutes ces richesses du Niger, à toutes les ressources du Niger va profiter aux Nigériens. L'AES, ils sont intègres et souverains. Oui, parce qu'ils ont dit ça très fort avec la voix haute. Personne ne va nous suggérer ici notre allié ou bien notre ami. Voilà, nous on signe les accords avec qui on veut, qui nous arrange. Demain, si tu ne nous arranges pas, prends tes affaires, va chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est ici pour déranger son ami. Famille, on partage la vidéo en République, on félicite les 3 leaders de l'AES en ensemble avec les... Regardez les 2 images qui sont là. Ah, le monsieur qui est ici, là, 2 jours, il a signé les accords en poids. On dirait que le monsieur il est mal pressé pour que son pays puisse évoluer. Hein. Le monsieur qui est là, il a chassé l'armée du tonton Claire qui est là. Le monsieur là, il a chassé son armée de son territoire. Après ça, lui là, il a chassé les médias de ce monsieur là. Parce que normalement, les médias sont censés informer. Mais les Mogos, les manières de travail, on a l'impression qu'ils font tout leur possible pour que les gens puissent croire que ceux-là et ceux-là, ce sont eux qui sont les méchants. Et ils font tout pour faire croire aux gens que celui-là, avec tout son moyen, ce sont eux qui sont bien. Donc lui là, il a vu que s'il continue de les laisser faire là, après là, c'est lui-même là, tout le monde va voir un méchant. Donc il les a chassés. Après les avoir chassés, le monsieur ne s'est pas assis là, il a continué. Vous voyez la société de lui là, qui exploitait l'uranium sur le territoire du monsieur qui est là. Le monsieur là aussi les a chassés. Parce qu'au moment où ils exploitaient fort l'uranium de ce monsieur là, voilà, de son pays, ils ont pollué carrément tout l'endroit dans lequel ils exploitaient. Donc le monsieur qui est venu, il a vu ça, il a dit non que c'est foutaise. Non seulement vous prenez notre uranium presque gratuitement, et en plus de cela, vous ne pouvez pas faire le minage derrière vous. Non, après de là, quittez. Il les a chassés et lui-même, il a créé une société d'État qui va contrôler l'exploitation de l'uranium de son pays. Ça, ce n'est pas ingénieux ça. Ce n'est pas intéressant ça. Le monsieur là, il est dans la révélation. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Le monsieur qui est là, il ambitionne de mettre sur place une usine pharmaceutique. C'est-à-dire une usine qui va fabriquer des médicaments qui vont venir soigner son peuple. Parce que dans un passé récent, ils ont mis des embargos sur les médicaments dans son pays. Et Dieu seul sait combien de personnes ont subi, combien de personnes sont mortes à cause de cet embargo-là. Donc lui, désormais, lui veut être indépendant, hein. Il veut être autosuffisant en médicaments. Donc il a décidé de mettre 20 milliards dans la construction d'une usine de produits pharmaceutiques. Tranquille quoi. Est-ce que ça là, ce n'est pas bon? C'est une très bonne chose, mais les médias de ce monsieur-là ne vont jamais parler de ça. Ils vont toujours parler des terreurs qui, on ne sait pas où ils quittent pour venir attaquer le monsieur. Le monsieur, lui là, il ne s'est pas arrêté là. Il a regardé dans son pays, il a vu que il y a la cherté de la vie. Il dit à partir d'aujourd'hui là, on va plafonner les loyers. À partir d'aujourd'hui dans mon pays là, les loyers vont commencer à partir de 15 000 et ça va s'arrêter à 80 000 francs. C'est-à-dire studios, les chambres, salons et autres là, 15 000 à 30 à 40 000. Maintenant les mini-villas là, de 40 000 à 80 000. Bon, entre nous, est-ce que ça, ce n'est pas bon? C'est une très bonne chose. Le monsieur ne s'est pas arrêté là. Il a renégocié les contrats pétroliers qu'il y avait entre son pays et la Chine. Et aujourd'hui, ils détiennent 40% de l'exploitation du pétrole sur leur territoire. Bon, entre nous, est-ce que ça là, ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas des choses à encourager? Bon, quand on se met à encourager ce genre de choses, il y a des gens qui sont assis sur des plateaux de télévision pour dire non qu'on soutient des pushistes. Est-ce que ça là, c'est soutenir des pushistes? C'est soutenir des personnes qui sont au pouvoir, adulées par les peuples et qui font de bonnes actions pour que les peuples puissent en sortir. Est-ce que ça là,
c'est soutenir des putschistes. Non, on ne soutient pas des putschistes et jamais on ne va soutenir des putschistes. Ceux qui prennent des armes pour venir au pouvoir, on ne va jamais les soutenir. Mais une fois que le peuple a accepté ses dirigeants, vous voulez qu'on fasse quoi? Et si derrière, ces dirigeants font tout leur possible pour que ces peuples-là puissent s'en sortir là, qu'est-ce que vous voulez que nous, on fasse? Est-ce qu'on doit continuer de soutenir des gens qui, selon eux, ils sont venus de manière démocratique, mais derrière, ils prennent des décisions dans le but de faire souffrir les peuples? Voilà la nuance. C'est vrai, les gens peuvent venir de manière démocratique, mais ce qu'ils font là, est-ce que c'est pour le bonheur de leur peuple? Il y a des gens qui sont venus, on dit qu'ils sont des putschistes, mais quand ils sont venus au pouvoir, aucune goutte de sang n'a coulé. Et tout ce qu'ils font là, toutes les actions qu'ils font, c'est dans le but d'amener le peuple à être à l'aise. Bon, vous voulez qu'on soutienne quoi entre nous? Voilà. Bravo au Niger. Les autorités nigériennes ont annoncé la création d'une nouvelle structure étatique, TELOA. TELOA, c'est une nappe aquifère sous la mine directement touchée pour rappeler cette eau sacrifiée. Elle est chargée de gérer les gisements d'uranium en remplacement de la sommaire. Le Niger a officiellement repris le contrôle total et souverain de ses ressources en uranium. Maintenant, mesdames et messieurs, tout appartient aux Nigériens. Ils diront que l'uranium nigérien est facilement remplaçable. Ok. Mais par qui exactement? Le Kazakhstan? Oui, c'est un géant minier, certes, mais extrêmement dépendant des routes logistiques passant par la Russie qui déteste et intégré dans une sphère d'influence russo-chinoise. Imaginez en cas de tension sérieuse entre la France et la Russie. Moscou peut ralentir, compliquer ou influencer les flux, même sans embargo officiel. Le Canada et l'Australie? Oui, ils possèdent d'immenses réserves, mais l'extraction y est beaucoup plus coûteuse et complexe. On parle de mines ultra profondes, eau sous pression, froid extrême pouvant atteindre moins 40 degrés Celsius, des zones isolées, infrastructures lourdes, exigences environnementales strictes, technologies de pointe indispensables. Développer ou étendre ces capacités prend des années et nécessite des investissements colossaux. Ça, ils ne vous le disent pas. Et ça n'a rien à voir avec la flexibilité historique des contrats africains qui ont longtemps permis à la France d'avoir un approvisionnement relativement stable et compétitif. Et là, je parle du Niger, de son uranium. Ils parleront peut-être de la Namibie, du Botswana, de la Mongolie ou d'autres producteurs émergents. Ok, mais là encore, il faut du temps. L'exploration, infrastructure, sécurité, raffinage, logistique, accords commerciaux. La production réelle ne remplacera pas du jour au lendemain celle du Niger. Pendant ce temps, la France est contrainte d'acheter davantage sur le marché spot à des prix plus élevés, tout en augmentant sa dépendance envers des fournisseurs, mais moins stratégiquement maîtrisables. Et c'est justement là que résidait l'importance géopolitique du Niger. Ce n'était pas seulement une question de quantité d'uranium, mais de coût, de stabilité logistique, de proximité politique et de contrôle stratégique. Paris a tout perdu. Le Niger vendait la matière première brute. La France enrichissait, fabriquait le combustible, produisait de l'électricité très bon marché et très propre chez elle. Le Niger, lui, restait l'un des pays les plus appauvris du monde, avec un accès à l'électricité très faible. On parle de moins de 20 à 30% de la population, surtout dans les villes. Il importait même de l'électricité du Nigeria voisin, alors qu'il a de l'uranium. Le pays fournissait l'énergie nucléaire aux autres, mais n'en profitait presque pas pour son propre développement. À un moment donné, quand un pays africain réclame et arrache, surtout arrache sa souveraineté, mais pourquoi ça perturbe? Pourquoi ça dérange? Alors, mesdames et messieurs, le général Tiani, le 18 mai dernier, a fait fort, a fait mal à Macaron. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, depuis 1968, où l'État français, à travers sa multinationale Areva hier, Orano aujourd'hui, a signé un accord
c'est-à-dire avec notre État du Niger, sur l'exploitation de l'uranium. J'espère que vous êtes bien assis. Cet accord, mesdames et messieurs, pour la petite histoire, me permettait à ce que l'État français, à travers Areva et Orano aujourd'hui, ait 63,4% des parts et l'État nigérien 36,6% des parts. Donc, ce qui voudrait dire que si on sort 100 tonnes d'uranium du sous-sol nigérien, 63,4 devrait revenir à Areva, Orano aujourd'hui, et 36,6% devrait revenir à l'État du Niger. Qu'est-ce qu'on a observé lorsque nos autorités sont arrivées au pouvoir? Vous savez que sous les démocratiquement élus djihadistes, le kilo d'oignon coûtait plus cher que le kilo d'uranium. C'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé passer, ils ne contrôlaient absolument rien. Le général Tiani met en place un audit pour pouvoir savoir comment est-ce que l'uranium du Niger est exploité dans notre dignité. Que ne fut pas notre surprise d'apprendre que depuis 1971, où l'exploitation d'uranium a démarré effectivement au Niger, jusqu'en 2025, 81 861 tonnes ont été extraites du sous-sol nigérien. Logiquement, chacun devrait avoir sa part, c'est-à-dire 63,4 pour la France et 36,6 pour le Niger. Malheureusement, sous les démocratiquement élus djihadistes, le kilo d'oignon coûtant plus cher que le kilo d'uranium, ils n'ont pas eu le temps de regarder tous ces éléments-là parce que c'était tellement confus pour se rendre compte qu'au lieu de 63,4%, la France a pris 83,2% ou 83,3% et ne laissant qu'au Niger 9,2% au lieu de 36,6% qui devrait revenir à l'État du Niger. Je vous ai fait ce tableau-ci l'année dernière, ne l'oubliez absolument pas, ne l'oubliez absolument pas. Donc au lieu de près de 30 000 tonnes que nous devions avoir en termes de recettes, en tout cas on multiplie la tonne par le kilo, le prix du kilo ou du prix de la tonne, on devrait avoir énormément d'argent dans nos caisses, on devrait avoir énormément de recettes. Mais au lieu de ça, nous avons eu 7500 et quelques tonnes et la France a pris plus de 70 000 tonnes en tout cas, du côté du Niger. Ok, c'est pas grave. Dans la clause du contrat, le respect de l'environnement était noté clair et net et le respect de la vie des communautés. Bien évidemment, le pays qui organise COP40, pays des droits de l'homme, pays qui respecte l'environnement, et bla, en dehors de ses frontières, surtout en pays noirs africains, on ne respecte absolument rien. Site d'Arlit, plus de 20 millions de tonnes de déchets d'uranium ont été laissés à l'air libre, empoisonnant humains, animaux et l'eau et rendant notre population malade. Bien évidemment, pays de droits de l'homme sur les terres des autres, ça n'existe absolument pas. Ce n'est pas fini. Les redevances fiscales n'étaient absolument pas payées. Mais au lieu que Orano fasse amende honorable, Orano courbe les chines, Orano se rabaisse parce que nous sommes déterminés à aller vers notre souveraineté. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Il a couru sous ses jupons, déposant des plaintes à gauche et à droite parce que sûr de sa puissance, puisque je vous l'ai dit, nous faisons partie d'un système qui est verrouillé totalement, c'est-à-dire ils sont juges et parties en même temps. Orano est allé, dès l'année dernière, déposer une plainte à la CIRDI, Centre international de règlement des différends liés aux investissements, qui est une juridiction de la Banque mondiale. Banque mondiale qui n'a développé aucun pays, mais qui est là pour enchaîner notamment les pays africains pour les empêcher de vivre dignement et surtout de se développer. Cette Banque mondiale ne s'enquiert pas notamment de ce que Orano a fait en termes humains. Je ne parle même pas des recettes fiscales, je ne parle même pas des redevances qu'elle devait payer, mais au moins au niveau de l'empoisonnement de la population, non, absolument pas. Ce centre-là a donné raison à la France en empêchant à la France, à Orano qui a fui lorsque nos autorités sont là, qui a saboté le site, lorsque nos autorités sont arrivées, qui a saboté le site d'exploitation d'uranium pour nous empêcher de vivre de notre uranium. Cette juridiction de la Banque mondiale a donné raison à la France en demandant
à notre digne pays de ne absolument pas vendre les 1000 tonnes d'uranium, 1500 tonnes d'uranium laissées lorsque Orano a décidé de tenir tête à nos autorités. Donc, le 18 mai dernier, tenez-vous bien, notre digne fils, le général Tiani, a décidé d'annuler cette concession. Il n'a pas annulé cette concession sur un coup de tête. Le 14 avril 2025, nous avons adressé une liquidation à Orano sans réponse. Le 27 septembre de la même année, nous avons décidé de mettre Orano en demeure et nous avons attendu encore jusqu'au 18 mai pour dire que maintenant, tout cela est annulé. Pas de respect des clauses du contrat, mais surtout Orano a volé à notre digne pays les recettes, en tout cas l'uranium qui devait lui revenir de droit selon les termes du contrat. Allons-y tout de suite, toujours, parce que ça concerne le Nigeria, le Niger. Le Niger a bien fait de renforcer la sécurité du côté du Tchad, avec sa frontière du Tchad et la frontière de la Libye. C'est par là que les terreaux devraient arriver. Mais là où vous ne devez pas oublier quelque chose, c'est que le Nigeria a également décidé de lutter contre le terreau avec le Bénin. Pour vous dire que les Africains sont les seuls qui vont lutter contre un phénomène, qui veulent s'améliorer avec les faibles, avec les nuls, avec les gens qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas fait de preuves. C'est pour ça que l'Afrique est derrière. Parce que si on s'aligne avec les faibles, ceux qui ont échoué, comment est-ce que vous voulez que nous-mêmes nous puissions aller de l'avant? Comment vous voulez que nous-mêmes nous puissions réussir? Le Nigeria, géant au pied d'argile, incapable de contenir une seule organisation terreau depuis des années, qu'il a fini par semer dans la sous-région tel le maïs, a décidé, et celui-là même qui a des armes de pointe, qui ne sont pas capables de dire les terroristes, les terreaux au Niger, mais sont capables de dire les militaires béninois au Bénin, a décidé de coopérer militairement avec le Bénin pour lutter comme les terreaux. Mais comme ils nous prennent pour des gens qui sont nés hier, je tiens à dire à nos autorités que sachez qu'il n'y a aucune lutte de terreau au Bénin, entre le Bénin et le Niger. Ce sont des mercenaires qu'on a glissés au Bénin pour venir nous détruire. Donc, renforcement de la sécurité au niveau de la frontière avec le Bénin. Également, les États-Unis ont envoyé des soldats du côté du Nigeria pour lutter contre leurs propres alliés de Boko Haram. Également, c'est une marmaille, c'est une façon de venir détruire le Niger à travers la frontière avec le Nigeria qui devrait être renforcé. J'ai fait une chronique hier ou avant-hier pour vous dire que le monsieur d'Africom est allé demander des moyens supplémentaires pour lutter contre leur marmaille, c'est-à-dire terreau en Afrique. Donc c'est une façon de demander des moyens supplémentaires pour financer les terreaux pour venir nous détruire. Donc le Niger est la prochaine étape, c'est-à-dire le Niger doit renforcer. Nous devons renforcer notre frontière avec le Nigeria, avec le Bénin, le Tchad et la Libye. Salut! Partagez s'il vous plaît notre digne fils. Vive le général Tiani, vive le CNSP, vive le Niger libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les bonnes décisions du Niger. Je suis particulièrement heureux de savoir que le Niger continue dans la bonne dynamique, c'est-à-dire la récupération de sa souveraineté minière. Le président Abdourahmane Tiani fait partie de ces rares hommes politiques africains contemporains qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Quelle est la bonne nouvelle qui nous vient du Niger? Le Niger vient de mettre fin au permis d'exploitation de 3 sociétés qui évoluaient dans le domaine de l'or et du pétrole et qui ne respectaient pas les règles fiscales de la République africaine du Niger. C'est une nouvelle succulente que j'ai lue avec délectation et que je ne pouvais point m'empêcher de partager avec vous. La décision nigérienne de reprendre pour le César, l'État nigérien, ce qui est à César. C'est une décision magnifique. Alors, je vous lis un peu quelques extraits de l'article qui m'a utilement mis la puce à l'oreille. C'est un article de fr.africanews.com. Le Niger met fin aux activités de 3 sociétés minières. C'est Africa News. C'est un très bon article d'Africa News. Il est doux comme le miel au citron. Ou il est doux comme une belle écuelle de Dolo du pays beau. Oui. C'est un article d'Africa News qui fait du bien au corps. Oui, comme une bière par temps de chaleur. C'est très doux. Alors, c'est rapporté aussi par l'AFP qui a pleuré au passage.
Le Niger met fin aux activités de 3 sociétés minières et d'une compagnie pétrolière britannique. La junte au pouvoir au Niger, comme d'habitude, ils utilisent cette expression-là, ce sont les gens de la junte française qui écrivent ça, a annoncé jeudi avoir annulé les concessions de 3 sociétés minières aurifères et refusé de prolonger la licence d'une compagnie pétrolière britannique, les accusant de ne pas avoir respecté leurs obligations. Point. Bon, c'est une information très intéressante. Je lis encore. Les autorités nigériennes ont indiqué dans un communiqué avoir annulé les concessions accordées entre 2017 et 2020, c'est-à-dire par Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum, et son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, à 3 sociétés d'extraction, et de traitement de l'or, Comini, Afrior et Ecomine. Producteur d'uranium, d'or et de pétrole, le Niger est dirigé depuis le coup d'État de 2023 par un gouvernement militaire qui a affirmé sa souveraineté sur les ressources naturelles. Voilà. Félicitations au gouvernement du Niger. Tous ces braqueurs, racistes, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes occidentaux, qui se moquent des Africains, parce qu'ils continuent, pendant qu'ils se moquent des Africains en Europe, ils continuent de voler, de piller l'Afrique. On se moquera moins des Africains en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, quand il n'y aura plus de multinationales occidentales, de multinationales asiatiques ou de n'importe quelle autre partie du monde qui pille l'Afrique. Il faut que nos dirigeants s'inspirent de l'Alliance des États du Sahel. Ce que le président Abdourahmane Tiani est en train de faire, ce que le président Assimi Goïta est en train de faire, ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de délivrer les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe et les Africains d'Asie. Comment cela? On méprise les Africains en Amérique, en Europe et en Asie, parce qu'on sait que dans leur propre pays, ils sont méprisés. Et que ceux qui les méprisent en Amérique, en Asie et en Europe sont exactement ceux qui pillent l'Afrique, en association avec des valets, des vassaux africains. Il faut que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer dans ce raisonnement. Le mépris envers l'Africain est une structure en boucle. C'est une structure qui se nourrit du mépris de l'Africain pour l'Africain en Afrique, du mépris du non-Africain pour l'Africain en Afrique. Dialectiquement, c'est le mépris de l'Africain pour l'Africain en Afrique. Le mépris du non-Africain pour l'Africain en Afrique qui aggrave le mépris pour l'Africain en Amérique, le mépris pour l'Africain en Europe et le mépris pour l'Africain en Asie. Je recommence une deuxième fois. C'est une formule dialectique que tout le monde doit maîtriser. Le mépris de l'Africain pour l'Africain en Afrique, le mépris du non-Africain pour l'Africain en Afrique, eh bien ces deux mépris sont la source de l'aggravation du mépris de l'Américain pour l'Africain, du mépris de l'Européen pour l'Africain et du mépris de l'Asiatique pour l'Africain. Il y a un circuit, il y a des vases communicants entre tous ces mépris-là. Ce sont des mépris qui évoluent en cercle vicieux. Plus l'Africain est méprisé par l'Africain, en Afrique et hors d'Afrique, plus l'Africain est méprisé par les non-Africains en Afrique, plus il l'est en Amérique, plus il l'est en Asie, plus il l'est tout naturellement en Europe. De telle façon que les dirigeants africains ont une responsabilité essentielle dans la respectabilité des Africains sur tous les continents. En respectant la vie des Africains en Afrique, en protégeant les intérêts vitaux des Africains en Afrique, les dirigeants africains renforcent la dignité, la respectabilité, renforcent la puissance, l'égalité humaine des Africains de tous les continents. Voilà la dialectique panafricaniste qu'il faut maîtriser. Donc, une décision comme celle du Niger, d'être le maître de ses ressources naturelles, rejaillit tout naturellement sur nous tous, où que nous vivions à travers le monde. Parce que ceux qui nous méprisent, je viens de vous présenter mon cas en France, le mépris de Macron envers moi. Ce mépris ne serait pas possible si Total, Orange, Bouygues, les compagnies de sécurité, les compagnies de mercenaires françaises, les banques françaises n'étaient pas en train de faire des profits irrationnels en Afrique. Mais c'est parce qu'ils savent que sur mon propre continent, d'où je vous parle, il y a des dirigeants africains qui nous méprisent et qui sont ses alliés, comme Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ont renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, croit-il, avant d'être bientôt dégagé. C'est parce que les Macron savent qu'il y a les Biya, les Ouattara,
il y a les chefs d'État de la France-Afrique. C'est parce que les Macron le savent qu'ils nous méprisent. Et quand émergent les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Macron commence à reconnaître que nous avons une notoriété, nous sommes redoutables. Il commence à dire attention, ces gens-là, vraiment il va falloir tenir compte de leur existence. Pourquoi tiennent-ils compte de notre existence? C'est parce que dans l'Alliance des États du Sahel, l'Afrique est en train de récupérer ses billes. Ce qui me permet, tout en félicitant les autorités du Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger, je voudrais leur dire, mais écoutez, nous qui sommes, et donc pris en chasse par le néocolonialisme français, nous savons que quoi que la France nous arrache en Europe, lorsque l'Afrique va récupérer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, sa souveraineté sur ses ressources financières, sa souveraineté sur ses ressources culturelles, sa souveraineté sur ses ressources humaines, ben, nous les Africains, nous serons ce que nous avons toujours été. En fait, nous avons toujours potentiellement été les hommes et les femmes les plus riches de la Terre. Mais le renouveau souverainiste africain, le renouveau patriotique africain va faire que nous passions de la potentialité à l'acte. Nous cesserons d'être simplement des hommes et des femmes riches en puissance, potentiellement, pour devenir tous ensemble les hommes et les femmes les plus riches en actes de la Terre. Car nous sommes les héritiers du plus riche continent de la Terre. Les nationalisations nigériennes, maliennes et les nationalisations burkinabées sont en réalité le début de la réparation de la tragédie africaine. En rendant aux peuples africains leur richesse, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel procèdent à une thérapie, pas simplement économique, pas seulement juridique. C'est une thérapie morale, c'est une thérapie spirituelle, c'est une thérapie intégrale. Que les Africains soient les maîtres des ressources naturelles de l'Afrique, qu'ils soient responsables de leur transformation, de leur usage harmonieux. Mais cette harmonie, pas simplement les Africains d'Afrique, mais cette harmonie va jusqu'à toucher les Africains d'Amérique, d'Asie, d'Europe, de toutes les îles de l'océan Atlantique et Indien. Les gens n'ont pas compris pourquoi les 3 leaders de l'Alliance des États du Sahel sont les Africains les plus célèbres aujourd'hui. Ils sont même passés devant les stars de la musique, les stars du sport. Oui! Les Africains les plus célèbres de ce siècle sont les 3 dirigeants, les 3 leaders de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi? Parce que leur action a un effet thérapeutique intégral sur les Africains du monde entier. Écrivez ça. Quand ils font des choses, nous nous sentons bien, où que nous soyons dans le monde. Ils n'ont pas compris en avril 2025, la Hola mondiale autour d'Ibrahim Traoré. Ils ont essayé de présenter cela seulement comme une opération de com. Non! C'est une opération de reconnaissance. La reconnaissance. Les Africains du monde entier sont reconnaissants à ces dirigeants. Pourquoi? Parce que ces dirigeants aiment leur peuple. Ils ne volent pas l'argent public du Mali, du Burkina Faso, du Niger pour aller le planquer en France, en Suisse, dans les paradis fiscaux. Non! Oui! Ils mènent des politiques que tout le monde comprend. Tout le monde peut expliquer la politique de l'AES, même aux enfants. Les enfants comprennent. Alors que si on demande à Biya Paul d'expliquer sa politique à un enfant, l'enfant ne comprendra pas. Nous avons concédé des crédits à des taux rédhibitoires. Ça veut dire quoi? Dis clairement aux enfants, nous avons vendu le pays. Nous avons vendu le pays aux Occidentaux. Il ne peut pas dire ça. Donnez la parole à Dramane Ouattara, un autre monstre au service des intérêts étrangers. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le pays dont le PIB approche celui de la Suisse. J'ai gouverné plus de 200 pays. Mais, monsieur Ouattara, ce n'est pas ce que les Ivoiriens vous ont demandé. Où est passé l'argent du cacao? Le cacao coûte 5 000 francs CFA. À l'échelon mondial, vous donnez seulement à peine 2 000 aux paysans ivoiriens. La différence là, ça est où? C'est ça la question.
Vous savez, le taux d'intérêt de la Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire est l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des chiffres qui sont... Ouattara, c'est pas ce qu'on vous a demandé. Mais pourquoi les paysans ivoiriens souffrent-ils? C'est ça la question. Alors que vous et votre famille, vous vous engraissez. On vous a demandé qu'est-ce que vous faites encore au palais présidentiel après qu'a été révélé vos liens intimes avec la crapule d'Epstein. Après qu'on ait découvert que vous avez vendu votre propre nièce en prostitution pour avoir la protection des néo-nazis sionistes, des néocolonialistes et des impérialistes occidentaux. Ouattara, qu'est-ce que vous faites encore au palais présidentiel? Voilà la question. Ah non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Hein. Ah non, 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 non. Et le voilà en train de faire le malin. Il envoie un de ses ministrons écrire un message relativement doux. Un message relativement doux à l'Iran. Alors même qu'il est la base arrière de l'OTAN, de l'armée américaine, la base arrière d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui sont les ennemis de l'Iran. Safroulaï. On peut être mauvais comme ça. Donc le Niger a pris de bonnes décisions. Nous félicitons le Niger et nous disons à tous les autres dirigeants africains, ce n'est qu'ainsi que vous allez aider les diasporas. Plus vous allez être rigoureux, vigoureux, plus vous allez être véridique, juste et solidaire de nos peuples, plus vous allez émanciper l'Afrique dans le monde entier. Et c'est cela le panafricanisme. Une action qui émancipe les Africaines et les Africains où qu'ils vivent dans le monde. Je rappelle que dans panafricanisme, il y a pan qui signifie la totalité, la globalité. Il s'agit d'une émancipation intégrale de l'humanité africaine mondiale. Les présidents de l'AES, les chefs de l'État de la Confédération et bien de l'Alliance des États du Sahel sont des thérapeutes collectifs panafricains planétaires. Écrivez ça. Ce sont des thérapeutes collectifs panafricains planétaires. C'est ce qu'ils sont. Ils ont là une mission cosmique. Par là, ils ont une mission cosmique. Pour comprendre la portée de la décision que le Niger vient de prendre, de devenir désormais lui-même exportateur de son uranium, de devenir le maître absolu de l'exportation de son uranium, il est important de rappeler à tout le monde ce que c'est que l'uranium. L'uranium n'est pas n'importe quelle matière première. C'est une matière première qui a une valeur particulière. Eh bien, je vous fais écouter ce petit extrait sur qu'est-ce que l'uranium. Certains en entendent parler, très peu ont peut-être fait l'effort d'étudier un peu plus cette matière. Qu'est-ce que l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? Je prends ici un extrait de la chaîne I24. L'uranium, qu'est-ce que c'est? L'uranium, qu'est-ce que c'est? C'est le combustible utilisé dans les réacteurs nucléaires. L'uranium est un minerai présent en quantité importante sur Terre. C'est un métal radioactif qui peut être utilisé comme source abondante d'énergie concentrée. Dans le sol, il est inégalement réparti, mais des mines sont exploitées sur quasiment tous les continents. Les principaux pays disposant de ressources sont l'Australie, le Canada, le Kazakhstan, le Niger, la Namibie, la Russie et l'Afrique du Sud. De l'extraction à la fabrication, les différentes étapes. Après avoir été extrait de la roche, l'uranium subit ses premières transformations pour devenir une pâte jaune, le yellow cake, ou gâteau jaune en français à cause de sa couleur. Il est ensuite raffiné pour le débarrasser de ses impuretés et obtenir un uranium complètement pur. L'uranium naturel est composé de différents types de noyaux atomiques, qu'on appelle des isotopes. Il existe 3 isotopes, 234, 235 et 238. Lorsque l'on parle de l'enrichissement de l'uranium pour le nucléaire, c'est l'isotope 235 qui est utilisé, car c'est le seul nucléide naturel qui soit fissile, c'est-à-dire susceptible de subir la fission nucléaire. Le taux d'isotope 235 dans l'uranium purifié est trop faible pour servir de combustible dans la plupart des modèles de réacteurs nucléaires actuels. Il doit par conséquent être porté entre 3 et 5% pour une utilisation à des fins de production énergétique. C'est l'enrichissement de l'uranium. Qui contrôle l'usage de l'uranium ? L'uranium est une matière nucléaire dont la sensibilité dépend de son taux d'enrichissement, dans la mesure où il peut être utilisé tant à des fins civiles
que de défense. Au niveau de l'Union européenne, des contrôles sont exercés par la Commission européenne. Au niveau mondial, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui effectue des contrôles de non-prolifération, afin de donner des garanties à la communauté internationale sur l'utilisation pacifique de cette matière. Voilà des informations minimales sur ce que c'est que l'uranium. C'est une matière première naturelle. On a cité les pays qui en détiennent dans leur sol. C'est important que vous notiez la liste des pays qui en détiennent dans leur sol. Parce que si vous n'avez pas la liste des pays qui possèdent de l'uranium sur la Terre, vous n'allez pas comprendre l'incongruité de la situation dans laquelle s'est retrouvé le Niger depuis plus de 70 ans. Je recommence uniquement pour que tout le monde ait fait la liste des pays qui possèdent l'uranium sur cette terre. Des pays qui en ont des réserves. La liste selon la télévision publique israélienne. Je rappelle que ce pays ne cite même pas, par exemple, je n'ai pas entendu citer la République démocratique du Congo, mais on va revenir sur les pays qui possèdent l'uranium. Bon. Là, hop, je reviens sur la vidéo que je vous montre. Je vais vous refaire écouter la vidéo une deuxième fois. Une deuxième fois, s'il vous plaît. C'est important que tout le monde soit à un bon niveau d'information sur ce que c'est que l'uranium. Alors, on y va, une deuxième fois. L'uranium, qu'est-ce que c'est? C'est le combustible utilisé dans les réacteurs nucléaires. L'uranium est un minerai présent en quantité importante sur Terre. C'est un métal radioactif qui peut être utilisé comme source abondante d'énergie concentrée. Dans le sol, il est inégalement réparti, mais des mines sont exploitées sur quasiment tous les continents. Les principaux pays disposant de ressources sont l'Australie, le Canada, le Kazakhstan, le Niger, la Namibie, la Russie et l'Afrique du Sud. De l'extraction à la fabrication, les différentes étapes. Après avoir... Je m'arrête là. Vous avez entendu combien de pays africains qui ont été cités? Combien de pays africains ont été cités? Marquons les pays, les principaux détenteurs d'uranium. On a cité le Niger et on a cité l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Deuxième question. Est-ce qu'il y a un seul pays européen qui a été cité? Est-ce qu'il y a un pays européen, je dis de l'Europe? Entendez par là l'Europe. On considère que la Russie étant en bonne partie un pays asiatique, bon, on ne va pas la citer comme pays européen. L'Europe au sens de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un pays de l'Union européenne qui détient, de l'uranium? Réponse non. Il faut que tout le monde note ça. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne qui possède de l'uranium. Il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne qui possède de l'uranium. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne qui possède de l'uranium. On a cité en Afrique le Niger et l'Afrique du Sud. On a cité en Amérique le Canada. On a cité en Asie la Russie, le Kazakhstan. J'ai entendu également l'Australie. Dans le Grand Océan Indien. N'est-ce pas? Très bien. Le principe de l'uranium, c'est que c'est une matière première qui produit des radiations, c'est-à-dire qui produit de l'énergie de façon naturelle. Quand on veut utiliser cette matière première à des fins industrielles ou pour produire, par exemple, je ne sais pas, des armes, on est obligé de procéder à quelque chose qu'on appelle l'enrichissement de l'uranium. Et cet enrichissement se fait dans ce qu'on appelle des centrales nucléaires. À partir de cet enrichissement, on obtient une quantité considérable d'énergie qui permet l'électrification des villes, qui permet le fonctionnement des grands moteurs à réaction nucléaire, qui permet la construction des armes nucléaires, qui permet la construction des sous-marins à propulsion nucléaire, bref, qui permet de construire toutes les machines, comme par exemple les fusées, les navettes interspatiales, qui ont vraiment besoin de quantités considérables d'énergie pour fonctionner. Donc en fait, l'uranium est, dans la Terre, la réserve d'énergie la plus considérable qu'il y ait au monde. On a dit les principaux pays. On vous a cité 5 principaux pays, dont 2 pays africains. Mais ce qu'on ne vous a pas dit,
c'est que l'un des pays qui a l'une des plus importantes réserves d'uranium qui est sur la Terre, c'est la République démocratique du Congo. Ce qu'on ne dit pas dans le reportage que vous avez entendu, c'est que les premières bombes atomiques qui ont été jetées sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis d'Amérique, ces bombes atomiques ont été faites à partir de l'uranium qui a été volé par les Américains au Congo. La bombe atomique américaine qui a été jetée sur le Japon a été faite avec de l'uranium volé par les services secrets américains au Congo. Au prix, entre autres, eh bien, de l'élimination de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de Congolais. Il y a un travail très important de la docteure Suzanne George sur, eh bien, l'histoire de la bombe atomique américaine. Souvenez-vous toujours du courrier écrit au mois d'août 1939 par Albert Einstein, physicien germano-américain, à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique, pour lui dire « Nous, Américains, devons tout faire pour avoir un contrôle total sur le Congo. Car dans le sous-sol congolais, il y a les réserves de cet uranium grâce auxquelles nous pouvons non seulement produire des quantités considérables d'énergie, mais nous doter d'armes parmi les plus redoutables que l'homme ait jamais conçues. » Voilà le résumé de la lettre écrite par Albert Einstein en août 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Laquelle lettre va contribuer à actionner l'exécutif américain pour mener la guerre contre le peuple congolais et pour assassiner, dans les années 60, au début des années 60, Patrice Emery Lumumba, parce que celui-ci voulait que l'uranium congolais, que les richesses du Congo profitassent aux Congolaises et aux Congolais. On connaît la somme qui fut versée par la CIA pour que Mobutu fût tué. On connaît la somme exacte parce que la CIA a déclassifié, les autorités américaines ont déclassifié le dossier de l'assassinat de Lumumba. Il fut donné à Mobutu la somme de 250 000 $ pour tuer son compatriote, eh bien, Patrice Emery Lumumba. La somme est connue. Il a été payé pour cela par la CIA. Ce sont les États-Unis qui ont déclassifié le dossier. D'accord? Mais je reviens à l'uranium, parce qu'il faut qu'on en parle. L'uranium est donc un minerai qui permet la production d'énergie la plus importante, dont l'intelligence humaine soit capable sur la Terre. Et il y a trois pays africains qui sont cités pour les réserves d'uranium. Le Niger, c'est le pays le plus cité, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Or, même l'Afrique du Sud, si on s'en va regarder l'état de la redistribution de l'énergie dans les trois pays, qui sont les plus grandes réserves d'uranium du continent africain, mais en réalité, qui sont les plus grandes réserves d'uranium du monde. Le continent africain est la plus grande réserve d'uranium mondiale. Si on s'en va donc voir l'état de la distribution du courant, de l'énergie, dans les trois pays cités, l'Afrique du Sud est le pays le plus avancé. Mais même en Afrique du Sud, l'écrasante majorité de la population sud-africaine, qui est une population noire, n'a pas encore accès suffisamment à l'électricité et à l'eau. La majorité des Noirs d'Afrique du Sud vit encore dans les bidonvilles, dans les townships, issus du système ségrégationniste, criminel et discriminatoire de l'apartheid. On peut dire, sans risque de se tromper, que l'exploitation des matières premières sud-africaines continue à bénéficier prioritairement aujourd'hui encore à la minorité blanche sud-africaine, en raison de la structure capitaliste ultralibérale et de la résistance de l'oligarchie financière occidentale, qui s'accroche aujourd'hui au sommet de l'Afrique du Sud, qu'elle gouverne en alliance avec le parti de la lutte de libération, l'ANC. Ce qui est une incongruité que les gens ne voient pas en face. Est-ce que vous savez que l'ANC gouverne avec le parti qui a pendant 100 ans ségrégué l'Afrique du Sud? Bon, ceci explique pour une bonne part les problèmes de redistribution des richesses et de redistribution de l'énergie en Afrique du Sud. On vient au Congo. Le peuple congolais est soumis
depuis plus de 30 ans à un génocide à ciel ouvert. Plus de 10 millions de Congolais ont trouvé la mort. Pourquoi? Parce que l'OTAN, la CIA, les grandes puissances occidentales, l'Union européenne, financent 2 pays autour de la République démocratique du Congo pour que ceux-ci maintiennent la République démocratique du Congo en guerre. Ces 2 pays sont l'Ouganda et le Rwanda. Ces 2 pays sont financés par la CIA, par l'OTAN, par l'Union européenne, pour entretenir des milices en République démocratique du Congo, pour que ce pays soit éternellement en guerre et que les autorités de la République démocratique du Congo ne soient pas capables de commercialiser à leur juste prix les matières premières scandaleusement faramineuses de la terre congolaise. Et l'OTAN, l'Union européenne, la CIA, veillent, comme ils l'ont fait en 1961 à travers l'assassinat de Lumumba, ils veillent en 2001 à assassiner tout naturellement Kabila, parce que Kabila a été assassiné par les hommes de main de l'OTAN, c'est-à-dire la bande à Kagame et à Museveni. Ce sont eux qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila en 2001. Pourquoi l'ont-ils assassiné? Parce que Kabila voulait reprendre la politique souverainiste pour laquelle Lumumba était mort. Kabila voulait que les formidables ressources énergétiques de la République démocratique du Congo servent au peuple congolais et servent à l'émancipation du peuple africain en général. Kabila a voulu reprendre le programme panafricaniste révolutionnaire de Patrice Emery Lumumba et de Pierre Moulele. C'est pour cela que Kagame et Museveni, sous les ordres de l'OTAN, l'ont assassiné. Voilà pourquoi l'écrasante majorité du peuple de la République démocratique du Congo vit sans lumière. Voilà pourquoi plus de 70% des Congolaises et des Congolais n'ont pas l'eau potable et la lumière chez eux. Parce que les grandes puissances occidentales ont conçu un plan de déstabilisation structurelle de la République démocratique du Congo, de telle façon que jamais les dirigeants de ce pays ne soient capables d'être les véritables commercialisateurs de leurs richesses. Et pour cela, on a soumis le Congo, aux dettes fictives du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, des clubs de Londres, des clubs de Bruxelles, des clubs de Washington, pour faire que ce pays ne soit jamais capable de fonctionner en autonomie. Et on veille à ce qu'à la tête du Congo, il y ait toujours un dirigeant soumis à l'OTAN, soumis à la CIA, soumis à l'Union européenne, soumis aux impérialistes occidentaux. C'est la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, le successeur de son père, s'est soumis à l'OTAN pour gouverner le Congo. Il s'est soumis aux agents de l'OTAN, à savoir Kagame et Museveni, pour gouverner le Congo. D'ailleurs, le voilà se retrouvant à la tête de la rébellion organisée par le Rwanda et l'Ouganda et chapeautée par l'Union européenne, chapeautée par l'OTAN, chapeautée par la CIA. Kabila est apparu au grand jour à la tête du M23, c'est-à-dire à la tête de l'organisation patronnée par le Rwanda et l'Ouganda et chapeautée par l'Union européenne, chapeautée par l'OTAN pour maintenir le Congo à feu et à sang. Voilà pourquoi les Congolaises et les Congolais, à plus de 70%, vivent sans eau ni électricité. Vous comprenez ça? Maintenant, venons au Niger. À l'occasion des soi-disant accords de coopération, qui n'étaient rien d'autre que des accords de resoumission et de recolonisation entre la France et ses anciennes colonies, le régime d'Amani Diori et par la suite celui de Séné Kounché ont été soumis par les néocolonialistes français, sous De Gaulle, Pompidou et consorts, et obligés de signer un accord selon lequel, pendant 75 ans, l'uranium et les matières premières du sous-sol nigérien appartiendraient prioritairement à la France.
Et qu'à l'issue de ces 75 ans, un arbitrage aurait lieu dans lequel la vie de la France serait prioritaire. L'accord stipulait, entre autres, qu'il était interdit au Niger de proposer les matières premières du sous-sol nigérien à quelque autre puissance, sauf si la France l'y autorisait, sauf si la France marquait avec évidence qu'elle n'était pas intéressée par ces matières premières. C'est-à-dire qu'il y a eu des Nigériens néocolonisés, décérébrés par la puissance coloniale française, pour apposer leur signature au bas d'un accord qui disait que leur sous-sol ne leur appartient pas et que leur sous-sol appartient à la France. Mes chers amis, chers frères et sœurs en humanité et de toutes les couleurs, c'est cette ignominie qui a pris fin lorsque le 26 juillet 2023, son Excellence, Monsieur le Général, alors de brigade, Abdourahmane Tiani, prend le pouvoir avec ses compagnons du CNSP. Ils prennent le pouvoir sur la base d'une triple révolution. D'abord, une révolution géostratégique, géopolitique, militaire. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas combattre les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui les ont installées sur toute la bande sahélienne. Rupture géopolitique et géostratégique. Désormais, le Niger, avec le CNSP, combattra le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui n'ont pas installé les terroristes. Hors de notoriété, Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires de l'impérialisme occidental qui ont été créées dans les années 80 et dans les années 2000 pour déstabiliser tous les pays qui ont des matières premières que les Occidentaux veulent piller. Donc, première rupture de la doctrine. Le Niger ordonne le départ des troupes françaises. Il ordonne dans la foulée, alors que les Américains ne s'y attendaient même pas, le départ des troupes américaines. Et s'engage à combattre les terroristes en s'appuyant sur des puissances qui ne les ont pas fait venir. Ces puissances sont, tout naturellement, d'abord les alliés du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, et la Fédération de Russie. Deuxième niveau de révolution, introduit par le président Abdourahmane Tiani, la révolution socio-économique. Le Niger va devoir fonctionner sur ses ressources propres. Par conséquent, le Niger va devoir reprendre ce qu'il n'aurait jamais dû céder à l'ancienne puissance coloniale. Reprendre la gestion de ces matières premières stratégiques. Et parmi ces matières premières stratégiques, tout naturellement, la plus stratégique de toutes les matières premières, l'uranium. Rendez-vous compte que plus de 70% des Nigériens n'ont toujours pas accès à l'électricité, à l'énergie moins chère, n'ont toujours pas accès à l'eau potable. En 2023, quand le président Abdourahmane Tiani arrive au pouvoir, le pays qui fournit en quantité illimitée la France en uranium est un pays qui sombre dans les ténèbres depuis plus de 60 ans d'exploitation. Les autorités nigériennes, depuis la période d'Amani Diori jusqu'à celle de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, sont incapables de dire la quantité réelle d'uranium qui a été extraite de leur sol par les entreprises françaises Areva et Orano. Aucun gouvernement, avant Abdourahmane Tiani et ses compagnons, ne maîtrise le contenu du sous-sol nigérien, qui est exploité par les multinationales françaises. Pendant que nous avons la lumière qui brille en France, avec l'uranium du Niger, eh bien les ombres et les ténèbres épaisses recouvrent le Niger. Qui plus est, l'exploitation de l'uranium nigérien s'accompagne d'un crime abominable, un écocide, la destruction de l'environnement, des régions d'Arlit, de toutes les régions nigériennes où les puits d'Areva, Orano, fonctionnent à pleine turbine. Les cours d'eau sont pollués, les terres arables sont polluées, l'air est pollué, des cancers par milliers frappent les populations, la pauvreté règne, ni université de pointe,
ni routes de première catégorie, ni hôpitaux de pointe technologique. Rien n'est investi de sérieux par la puissance française tout le temps qu'elle pompe l'uranium du Niger. Le président Tiani et ses compagnons y mettent fin. Ils y mettent progressivement fin en rehaussant les parts de l'État dans toutes ces multinationales, multinationales de l'eau, multinationales du pétrole, multinationales eh bien, de l'uranium, du gaz, etc. Ils haussent les parts et progressivement, ils font passer l'État en situation de majoritaire dans ces entreprises. Mais ce n'est pas tout. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons procèdent à une comparaison entre le prix de l'uranium au marché international et le prix de l'uranium sur la base de la quote-part qui est reversée au Niger. Mais il y a une différence de plus de 200%. L'uranium se trouve vendu au marché international à pratiquement 200% du prix auquel il est payé à l'État du Niger, qui n'en maîtrise même pas la quantité extraite. Alors, le Niger découvre l'immensité du tort qui lui est fait depuis plusieurs décennies. Voilà comment le Niger procède à une nationalisation totale de son uranium. Face à cette décision souveraine du Niger, la partie française lance des procédures judiciaires internationales au motif que le Niger est soumis aux termes des accords de coopération qui ont été signés par des dirigeants qui ont été imposés à la tête du Niger par les néocolonialistes français. Est-ce que vous comprenez? À la tête du Niger ont été imposés depuis la pseudo-indépendance des dirigeants qui étaient des valets du néocolonialisme français, qui étaient tenus avec un revolver à la tempe par les néocolonialistes français. Ce sont eux qui ont signé les fameux accords. Et on essaye de faire valoir devant les tribunaux internationaux que des accords de coopération néocoloniaux signés revolver à la tempe, coup d'État à la tempe, par des dirigeants qui ont été soumis par les néocolonialistes français, que ces accords-là sont contraignants et que le Niger doit continuer à devoir les ressources stratégiques de son sous-sol à la France. C'est là que vous comprenez que le droit international est amplement, en réalité, la matérialisation des rapports de force entre les puissances. On met dans le droit international ce que le plus fort veut. Et voilà pourquoi le droit international a perdu toute substance. Les étudiants qui vont dans les facultés de droit et qui étudient le droit international doivent, notamment, et je m'adresse aux Africaines et aux Africains qui font des études de droit international, ils doivent prendre le soin de bien mesurer l'importance des rapports de force dans ce droit qui leur est enseigné. Il y a une manière très naïve d'aborder le droit international en partant du principe que, puisque c'est écrit, alors ça doit s'appliquer. C'est ce qu'on appelle le formalisme juridique, le réalisme juridique et la naïveté intellectuelle dans leur forme suprême. Il faut savoir que le droit international est la matérialisation des rapports de force qui se tissent entre les puissances. Et qu'en tant que tel, le droit international n'est pas une Bible absolue. Chaque puissance doit s'efforcer d'inscrire dans le droit international la prise en compte de ses intérêts vitaux. Dans la mesure où le droit international ne prend pas en compte nos intérêts vitaux, ce n'est pas notre droit international, c'est le droit international des dominants. Il y a une lutte des classes dans le droit international. Tout ce qui est écrit dans le droit international n'est pas juste. Et nous n'avons pas à obéir au droit international parce qu'il est écrit, mais uniquement parce qu'il est juste. Quand il n'est pas juste, nous devons le combattre. Il faut que les étudiantes, les étudiants africains qui vont dans les facultés de droit et qui vont se spécialiser en droit international conservent un recul critique par rapport à ce qu'on leur enseigne. Car ce sont eux qui deviennent les cadres de nos États, les cadres de nos entreprises. Ce sont eux qui deviennent les dirigeants de nos pays. Ce sont eux qui deviennent les décideurs. Et s'ils ont grandi avec une compréhension naïve du droit, nous sommes en danger.